Grenoble, un professeur algérien réalise une première mondiale en médecine. Le professeur Halim Louis Benabid, faire marcher les tétraplégiques. Cette nouvelle est passée inaperçue en Algérie mais a eu des échos partout dans le monde. En effet, un professeur algérien a réalisé un implant cérébral pour les tétraplégiques, une première mondiale en médecine. Halim Louis Benabid, né à Bordjebou à Rerij, et son équipe à Grenoble se sont engagés à améliorer la vie des personnes tétraplégiques. Le professeur Halim Louis Benabid et son équipe de recherche biomédicale de Grenoble ont réussi après 10 ans de travail, à mettre au point un implant cérébral capable de détecter les signaux du cerveau puis de les traduire en mouvement grâce à une intelligence artificielle, un algorithme informatique. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives aux personnes tétraplégiques, autrement dit des personnes souffrant de handicap. Améliorer le quotidien des tétraplégiques. Le prototype a été présenté sur Thibaut, un jeune homme de 28 ans, paralysé des 4 membres suite à une fracture de la colonne vertébrale. Le professeur Benabid a annoncé après le succès de cette technique, qu'il était possible de capter correctement cette activité électrique et de la transmettre, quasiment en temps réel et sans fil, vers l'ordinateur qui la décode. Halim Louis Benabid a toutefois précisé que le chemin restait encore long avant de pouvoir utiliser cet exosquelette dans la vie de tous les jours. Cependant, le plus important, explique le spécialiste en neurologie, c'est que les tétraplégiques ont une moelle épinière blessée, mais le cerveau demeure intact et fonctionnel. Les blessures de la moelle épinière entraînent une tétraplégie, paralysie des 4 membres, chez environ 20% des patients, mais le cerveau est toujours capable de générer les ordres qui habituellement font bouger les bras et les jambes, mais il n'y a personne qui les exécute, indique le professeur. Avec une telle innovation, les paraplégiques pourront désormais bénéficier d'une vie bien meilleure, apporter un plus à la médecine algérienne. Enfin, le professeur Benabid effectue souvent des visites en Algérie. Ainsi, lors de son séjour à Bordjebou à Rerij, il a rappelé son attachement au pays et à ses origines, tout en manifestant sa disponibilité à apporter un plus à la médecine locale dans le traitement de la maladie de Parkinson. Invité à sa ville natale par l'association des anciens élèves des lycées Mohamed Kerouani et Malika Agaï de Sétif, le professeur Halim Louis Benabid était venu en 2016 parler de ses travaux de recherche et de son équipe à l'université de Grenoble. Merci de votre invitation. Merci de m'avoir exposé, je dirais, au background sur lequel je suis appelé à parler. Je ne sais pas si il vaut peut-être mieux que je prenne ça. Non, c'est parfait. Je voulais juste dire que je ne suis pas du tout entrepreneur, Dieu merci. Enfin, pour l'industrie, c'est mieux. Je suis en fait président du directoire de Clinatech. Et Clinatech, c'est ce bâtiment qui a été construit par le CEA avec l'accord du CHU le jour où j'ai pris ma retraite, c'est-à-dire il y a 11 ans, pour résoudre à la fois un problème que j'avais, c'est comment être à 3 endroits à la fois, et j'y étais pas arrivé en 30 ans. Donc on a tout mis ensemble, les chercheurs, les matériels, les compétences et les moyens pour essayer de réaliser un objectif qui est celui qui m'est donné dans cet institut, dont une fois encore je suis responsable, mais pas du tout sur le plan industriel, puisque c'est un laboratoire. Et la mission qui nous est donnée, c'est de faire, en se servant des technologies, notamment des micro-nanotechnologies dont Grenoble est porteuse, de l'innovation dans le domaine du traitement et du diagnostic en médecine au sens large. Donc c'est quelque chose de très très appliqué, qui n'est pas un projet académique au sens où on ne veut pas démontrer une hypothèse et montrer qu'elle est réalisable, mais simplement au contraire en partant de ce qui est connu, en se donnant un objectif qui est un objectif concret, médical, applicable et humaniste, et pas du tout transhumaniste, que nous pouvons éventuellement apporter une aide à des malades qui sont en besoin en particulier grave, puisqu'ils ont perdu, dans le cas qui nous concerne, c'est ce que signifie tétraplégique, toute la motricité et la sensibilité des 4 membres jusqu'à un certain niveau lié à une atteinte traumatique de la moelle. Dans cet institut, Clinatech, donc, qui est encore une fois un laboratoire du CEA, nous avons plusieurs flagships, ce qu'on appelle les flagships. L'un d'entre eux et qui est en train de démarrer, qui est un projet de
prévention de l'évolution de la maladie de Parkinson, donc un traitement neuroprotecteur, par la mise en place d'un implant permanent émettant des infrarouges à 670 nanomètres à proximité des deux zones qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, c'est-à-dire la substance noire dans laquelle se trouvent toutes les cellules dopaminergiques. L'autre projet, qui était considéré comme un projet structurant pour ce laboratoire, c'est-à-dire de fournir un projet qui mettait en jeu véritablement tous les moyens qui étaient mis en place et à disposition. J'avais proposé à Jean Terme, qui était à l'origine de cette idée de laboratoire, de faire remarcher des tétraplégiques. Alors, il m'avait dit d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un qui avait essayé comme ça de marcher sur l'eau, ça s'est très mal passé, et qu'il avait peur qu'il coule avec moi dans cette entreprise, mais on a pu le démarrer. Donc c'est ça dont je vais vous parler très rapidement, pour des raisons de confidentialité, si j'ose dire, vis-à-vis d'éditeurs de journaux où on a déposé le manuscrit qui décrit en détail ce que je vais vous montrer. J'ai été obligé d'enlever toutes les vidéos et de les remplacer que par la première image que je commenterai brièvement oralement. Alors, 2 points quand même. On m'a attaqué à Grenoble. Vous savez, dans notre province, là-bas, on est soumis à des attaques cryptiques et ça fait longtemps qu'on considère que je suis dangereux, en particulier le jour, puisque j'avais inventé la stimulation cérébrale profonde pour traiter la maladie de Parkinson. Quand je suis passé au CEA, il y avait dans les journaux « Benabid au CEA, on est prêt à craindre le pire ». L'autre façon, c'était de dire que j'étais un transhumaniste, que je ne suis pas, à ceci près que si vous me donnez 2 secondes, j'ai effectivement, en me dénudant un peu, 2 cristallins en plastique, 3 stents, un triple pontage, une hanche artificielle en titane et une plaque de plexi qui m'empêche d'avoir une récidive de hernie abdominale. Est-ce que je suis encore humain? C'est à vous d'en décider. Cela étant dit, de quoi s'agit-il rapidement? Eh bien, les traumatismes du rachis, une statistique qui date de 2006, donne des chiffres qui sont quand même impressionnants, qui aboutissent à une population de 50 000 personnes actuellement en France, à réajuster avec les données saisonnières, comme on dit. Mais ce qui est important, c'est de se dire que sur tous ces traumatismes, 21%, traumatisme du rachis cervical, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, 21% d'entre eux finissent complètement tétraplégiques, c'est-à-dire sans motricité en fonction du niveau et sans perception de la sensibilité. Vous voyez ici, à gauche, une IRM de la moelle cervicale du malade dont on va parler. Vous voyez qu'il y a une partie blanche entre 2 barres noires. Les 2 barres noires, c'est la moelle épinière, et la partie blanche, c'est ce qui était la moelle épinière avant et qui est une bouillie absolument incapable de transmettre quoi que ce soit et surtout incapable de récupérer. Donc ce n'est pas du tout une approche de réhabilitation, c'est une approche de compensation des déficits qui sont imagés sur les 2 schémas où en dessous de la limite rouge, il n'y a ni motricité ni perception, et c'est total, y compris avec des potentiels évoqués, etc., pour vérifier ça, alors qu'au-dessus, un peu de motricité persiste, ce qui permet, dans le cas de ce malade, de bouger un peu un joystick et qui lui permet de déplacer son fauteuil roulant, alors que le prochain malade que nous allons probablement opérer, lui, ressemble tout à fait à celui que vous avez vu dans le film Les Intouchables, c'est-à-dire qu'il pilote le peu qu'il peut piloter avec la bouche et puis il souffle dans un petit tuyau pour déclencher d'autres choses. Donc voilà à quoi nous sommes exposés. Ici, il s'agit de réparation, il ne s'agit pas du tout de dépasser, d'augmenter, malheureusement. Et on m'avait fait dire à un moment, on avait dit que je travaillais dans le laboratoire sur des singes, ce qui est vrai, pour leur faire voter ce qui n'est pas vrai, Sarkozy, ce qui n'était pas vrai non plus. Et je ne pense pas d'ailleurs que M. Sarkozy eût apprécié beaucoup qu'on réussisse dans nos travaux. D'autant plus avais-je répondu que malheureusement, non, je ne faisais pas ça. Et ce malheureusement signifiait que nous ne sommes pas capables de faire des prouesses, si on considère ça comme une prouesse, de ce genre. Donc il faut peut-être, en ce qui me concerne, qu'on arrête de parler d'hommes augmentés, d'hommes transcendés,
de transhumains et a fortiori de post-humains, puisque malheureusement, on arrive difficilement, mais quand même un peu, c'est ce que je vais vous montrer, à améliorer les déficits des humains habituels. Donc, faire marcher un tétraplégique, pour ça, on a besoin de deux choses, d'une interface cerveau-machine, ça a déjà été évoqué, et puis d'intelligence artificielle, dont on vient de parler beaucoup. Et comment compenser le déficit de ce malade? Eh bien, c'est simplement, très modestement, en essayant de leur redonner un peu de mobilité. Et quand on ne le fait pas du tout pour les paraplégiques, parce qu'ils n'en ont pas besoin. À Grenoble, j'étais un très bon skieur et je me faisais dépasser par des paraplégiques qui étaient dans une coquille, un monoski, des petits bâtons de 50 cm. Quand vous leur dites « je vais vous opérer pour vous permettre de faire mieux », ben c'est un mensonge, on ne peut pas les améliorer, ils n'ont pas besoin de nous. Par contre, un tétraplégique qui n'a rien, epsilon divisé par 0, ça tend vers l'infini, donc toute amélioration peut être considérée comme intéressante. Pour cela, il faut que nous écoutions le cerveau. Comme il a été dit déjà, le cerveau émet des activités électriques notamment, mais également des corrélats magnétiques qu'on peut capter. Et ensuite, il faut qu'on fabrique quelque chose qui va véritablement suppléer mécaniquement à l'absence de mouvement, c'est-à-dire ce qu'on appelle un exosquelette. Alors, c'est une mauvaise phrase qu'on peut critiquer, mais c'est la vérité. Le cerveau parle, c'est-à-dire qu'il fait son boulot, comme d'habitude. Il ne sait pas, et ça ne l'intéresse pas, que la moelle a été coupée, donc personne ne peut l'écouter. Il donne des ordres aux bras, aux jambes, et il n'y a personne là. Nous avons, nous, un peu la possibilité, où nous devons trouver une solution pour sortir de cette situation. Pour cela, nous avons une circonstance bien heureuse qui est justement que le cerveau parle, même si personne n'écoute. Vous voyez ici une image par magnétoencéphalographie de l'activité cérébrale en rouge. Vous voyez qu'elle est centrée par un trait noir. En avant de ce trait noir, un peu circonvolué, en avant, c'est la zone motrice, en arrière, c'est la zone sensitive. Et que vous fassiez un mouvement, si je fais ce mouvement-là, c'est à peu près cette zone-là qui doit normalement s'allumer dans mon cerveau à gauche, mais si je pense à faire ça, si je veux faire ça sans le faire, et a fortiori quand je ne peux pas le faire, puisque je suis tétraplégique, l'activité cérébrale est tout à fait la même. Donc ça facilite pour nous beaucoup le travail, il faut aller trouver le moyen de capter cette activité, ensuite de la traduire, c'est-à-dire de la déconvoluer, de la décoder, puis ensuite de piloter un certain nombre de choses. Ce qui est important, c'est qu'on sait donc qu'on peut mesurer cette électrocorticographie, puisque c'est au niveau du cortex, qui apparaît même dans des mouvements virtuels. Pour ça, il nous fallait, et nous l'avons fait, créer des enregistreurs implantables, des algorithmes de décodage et des exosquelettes qui puissent être capables d'exécuter les ordres ainsi créé. Le projet, encore une fois, ce n'était pas un projet académique, c'était un projet orienté vers le malade, chez qui nous allions mettre un système qui enregistre son cerveau, dont les données sont traitées et qui aboutissent à des commandes qui vont animer un exosquelette. Aider, mais ne pas nuire, primum non nocere, bien sûr, il ne faut pas aggraver si tant est que ça soit encore possible, et ceci a défini très précisément qu'est-ce qu'il fallait que l'on fasse et dans quelles conditions. On a donc décidé de construire un exosquelette. On s'est refusé de faire des systèmes qui n'étaient pas forcément les meilleurs. L'exosquelette, finalement, c'est la copie la plus simple d'un corps humain. Le seul retour sensoriel qui persiste, c'est le recours visuel, mais c'est un excellent retour et on n'a pas cherché à trouver des moyens compliqués de faire revenir la sensibilité vers le cerveau, ce que beaucoup annoncent et ce qui en fait est pour le moment quasiment impossible et surtout pas réalisé, même si les gens publient ça. Un système multi-axe qui puisse faire le plus de choses possible, comme moi je peux en faire, minimalement invasif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on aggrave quoi que ce soit, et donc on est resté en dehors du cerveau, mais sous la peau et à travers l'os. Donc on a un système qui a 2 fois 64 contacts qui sont collés contre la dure-mère et qui protègent le cerveau. La peau est fermée dessus. Le traitement du signal n'est pas supervisé une fois qu'il a été mis au point et que le malade a calibré tous ces systèmes-là.
il est capable de fonctionner de façon totalement autonome. L'enregistrement doit être chronique, ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des fils qui passent à travers la peau. Et notre malade actuellement a été implanté depuis 16 mois et il fonctionne très bien comme ça. Il faut néanmoins recueillir les informations, ça veut dire les émettre par radio. Et il y a 2 fois 64 digitalisés à 1000 Hz, ça fait 128 000 points de mesure par seconde qu'il faut émettre, traiter, et traiter dans l'intervalle qui a été signalé d'ailleurs de 300 millisecondes. Quand je donne un ordre à ma main, elle l'exécute dans moins de 350 millisecondes. Et il a fallu que l'on calibre tout ça et que le traitement du signal soit totalement exécuté dans cet intervalle de temps, parce que si on le dépasse, vous donnez un ordre et puis ensuite le mouvement se fait après. Amusez-vous à faire ça en décalé, vous n'arrivez rien à faire. Et donc il fallait également l'alimenter par induction, puisqu'on ne voulait pas avoir de câble qui alimente la personne. Voici très schématiquement l'implant, vous le voyez positionné contre le cerveau, on voit toute l'électronique qu'il y a dedans, je la passe, elle comporte des éléments qui vont émettre également les signaux pour l'extérieur. Vous voyez que tout ça fait un diamètre de 50 mm qui est implanté dans 2 craniotomies de 50 mm qu'on fait avec un outil habituel en neurochirurgie qui s'appelle une tréphine. Et pour dire que c'est très bien toléré, bien j'en ai eu une, pas pour ça, mais pour un hématome sous-dural. C'est jamais que découper une rondelle, la remettre. Là, on ne remet pas la rondelle osseuse, on remet l'implant, qui est, comme je l'ai dit, non invasif et sans fil. Il faut construire ensuite un exécuteur, un effecteur, et c'est donc un exosquelette que vous voyez ici, qui est portable au sens où je porte ma veste, c'est-à-dire on peut l'enfiler, en fait c'est le malade que l'on installe dedans. On voit ses 2 bras, ses 2 jambes, son tronc. Il y a toutes les articulations qui sont nécessaires. Il est motorisé avec 15 degrés de liberté, et pas simplement 1. Il est partiellement robotisé puisqu'on a facilité temporairement notre travail en faisant que autant les bras, tout va être commandé articulation par le malade. Par contre, pour ce qui est de la marche, on a botté en touche en construisant un programme qui va dérouler de façon humanoïde l'activation des 3 principales articulations, la hanche, le genou et la cheville. Et le malade, lui, par contre, va déclencher et arrêter la mise en place le déroulement de ce programme humanoïde en attendant qu'on fasse mieux. Il est sans équilibre pour le moment, mais personne ne fait de robot avec un équilibre, sauf ce que vous avez montré et qui était une vidéo que j'ai donc enlevée, parce que, en fait, toute l'électronique est pilotée dans le système que vous avez vu par un système d'intelligence artificielle et de programme qui a été préétabli, avec un contrôle en cours de route. C'est un peu comme ça qu'on fait des cruises missiles qui vont aller détruire un objectif à 5000 km d'ici, tandis que là, c'est l'activité du cerveau du malade, après un certain entraînement, qui lui permet de faire ce que vous allez voir. La question aussi importante, c'est où est-ce qu'il faut mettre ça. Vous avez vu que c'est dans un trou, mais ce trou, il ne faut pas le mettre n'importe où, il faut le mettre parfaitement en face de la zone qui est activée. On utilise pour ça 2 techniques d'imagerie fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle. On est dans une IRM, il y a des séquences spéciales, on fait des mouvements où on demande d'imaginer des mouvements et on regarde où se passe cette activité. De la même façon, avec la MEG, voilà un sujet en fait qui n'est pas du tout tétraplégique, qui est dans une MEG. Il y a 306 capteurs qui vont mesurer les champs magnétiques, vous donner la flaque rouge qui correspond à l'activité de ce cortex lors des tâches que l'on demande. C'est un avantage qui est de nous permettre, chez les malades qu'on va opérer, d'avoir une codéfinition entre l'IRM et ça, pour s'assurer que l'endroit précis où on doit mettre cet implant, c'est celui-ci et pas un autre. Un autre avantage, c'est que c'est une image là que vous voyez fixe, mais qui est en fait, si vous la voyez se dérouler dans le temps, c'est une espèce d'orage qui arrive, qui se déroule et qui s'en va. Et cet orage-là, on peut l'enregistrer exactement de la même façon qu'on enregistre après
chez le malade le signal. Ça ressemble beaucoup à de l'électroencéphalogramme. On l'analyse avec exactement les mêmes programmes qui ont été définis par notre équipe de mathématiciens. Tatiana Aksionova en est la chef d'orchestre. Et ça permet chez les malades, avant de les opérer, dans le processus d'inscription dans le programme de recherche clinique, de vérifier, avec lui d'ailleurs, qu'il sera capable de bouger un élément artificiel, puisqu'on leur demande lors de cette période, alors qu'ils sont tétraplégiques et assis là où vous voyez la personne assise, d'imaginer qu'il bouge le bras, et on peut le brancher après le traitement qu'il subira après, mais qu'on sait faire de façon instantanée, lui montrer qu'il est capable de bouger un bras et éventuellement même d'initier des mouvements des jambes, ce qui participe à son consentement informé. Il sait ce qu'il sera capable de faire. Nous savons qu'il sera capable de le faire et on peut ainsi signer ce consentement informé. Alors, les résultats, eh bien, on les acquiert dans deux situations qui sont à la maison et dans le laboratoire. Vous voyez à gauche, le malade est chez lui. On a installé exactement la réplique de tout le système informatique qui est dans le laboratoire, sauf l'exosquelette, dont une copie est en cours de réalisation. Et il aura d'ici quelques semaines également un exosquelette à la maison installé de la même façon que celui que vous voyez à droite, c'est celui qu'il utilise quand il vient à Cliatec. Il est depuis 16 mois complètement en collaboration avec nous. La personne que vous voyez debout, c'est un de nos jeunes ingénieurs, biologiste et physicien, qui va lui apprendre à se servir de ça. Et à la maison, on utilise des avatars, comme vous allez en voir un, et à droite, à Cliatec, il est installé dans l'exosquelette, en position assise ici, en face d'un panneau où il y a, pour ces épreuves, 2 dimensions, 8 cibles qui sont des petites LED qui s'allument au bout des tiges en plastique bleu. Et donc le premier manal est implanté depuis 16 mois. Voilà ce qu'il voit à la maison. Et il voulait que ça soit un environnement un peu futuriste. Donc là, il est en situation, c'est pas Star Trek, mais il est en train, a priori, de piloter une fusée. Vous voyez à côté un astre à côté duquel il passe. Si j'avais la vidéo active, il peut bouger ses 2 bras, qui sont des répliques virtuelles de l'exosquelette, et on voit apparaître là un cube rouge, et puis quand il touche ce cube rouge, il déplace son bras, quand il touche le cube rouge, il y en a un autre qui apparaît ailleurs, etc. Et c'est comme ça qu'il s'entraîne à la situation véritable quand il vient au laboratoire où il va. Vous voyez qu'en bas à droite, la petite tige bleue se termine par une petite flaque blanche qui est une LED qui s'allume et il par son pilotage cérébral, il va amener ici une tige noire qui est solidaire de son bras qui par ailleurs a la prosupination possible aussi. Il va toucher ça. Quand il la touche, on passe à une autre cible. Et le diagramme que vous voyez en haut est la représentation très précise des trajectoires qu'il exécute. Vous voyez que ce n'est pas du tout une trajectoire parfaitement linéaire au début. J'ai bientôt fini. Et ça permet de calculer et d'évaluer également la précision, mais surtout l'évolution de cette précision avec l'entraînement. Le dernier point, c'est la marche avec son exosquelette qui n'a pas l'équilibre complet mais qui est pendu à un système sécuritaire. Je ne vous montre pas la vidéo, mais il marche véritablement, il marche, il fait même un demi-tour de façon volontaire et il s'arrête quand il le veut. Tout ça pour dire que c'est bien beau, mais à quoi ça sert tout ça, comme me dit mon environnement? Eh bien, il faut que ça serve à améliorer, compenser une partie de ses déficits et améliorer sa qualité de vie. Donc, travailler sur l'équilibre, on est en train de connecter une main et surtout de le rendre compatible, et ça sera ma dernière diapositive, avec la vie de famille et la maison, et avec la cité et la société, et le réinsérer dans le monde du travail, avec bien évidemment tout au long de cette démarche une intégration de plus en plus croissante des moyens de l'intelligence artificielle pour faire ça. Donc ma dernière diapo, qui pourrait être animée en particulier pour la gauche, c'est son fauteuil roulant
qu'il peut piloter par la pensée exactement comme il le fait et mieux qu'avec son joystick. Donc quand il est dedans, eh bien il peut se promener chez lui ou voir dehors. Nous avons décidé, et donc ça sera fait, je l'espère, avant la fin de l'année, d'extrapoler ça, puisque c'est le même nombre de degrés de liberté, de le mettre debout sur un Segway. Vous savez que c'est un système qui est destiné aux piétons, ce que dit la petite feuille qu'on ne peut pas lire à côté, mais qui est un encart venant du ministère des Transports, précisant, en réponse à une demande qui venait d'ailleurs, que les Segways ne sont pas des véhicules, mais ce sont des engins 2 roues destinés à être utilisés par des piétons dans les zones réservées aux piétons. Donc on est parfaitement dans le cadre, et ce n'est pas plus difficile de piloter ça pour nous, sur le plan informatique, que le fauteuil roulant. Et le dernier point qui est en cours, c'est de connecter dans le même esprit un mini-pelle, c'est-à-dire ces petits tractopelles qui font du terrassement de jardin, et qui ont un siège qui tourne et un bras qui va prendre de la terre, tourner et le remettre ailleurs. Il n'y a pas plus de degré de liberté là-dedans que dans le fauteuil roulant, ce qui veut dire qu'en fin d'année, on espère bien être capable de mettre le malade dans ces 3 situations, sachant déjà qu'il est capable de piloter son fauteuil roulant. Tout ça, c'est tout simplement pour montrer que c'est destiné à réintroduire un malade totalement immobile habituellement, sauf qu'il a un fauteuil roulant dont il fait un certain nombre de choses, de plus en plus dans la vie proche de normal ou beaucoup plus normal, dans la maison, dans la rue, et pourquoi pas dans un environnement qu'il fasse sortir un peu de sa maladie en lui donnant la possibilité de travailler un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci.